Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre émission entreprenante dédiée au e-commerce. Et ce mois-ci, on s'intéresse au e-commerce B2B, donc à destination des professionnels. Cette troisième partie va justement être consacrée aux ventes. Comment est-ce qu'on va vendre aux professionnels? Quel levier on va mettre en place pour bien vendre auprès des professionnels? Un site e-commerce B2B est construit comme un site e-commerce pour les particuliers ou dans sa façon de mettre en page les produits, etc. On va visuellement voir des différences. Je sais pas, dans le tunnel d'achat, par exemple, est-ce que ça va être le même? Est-ce qu'on va avoir des différences? Est-ce qu'un site e-commerce B2B va être construit de la même façon qu'un site e-commerce B2C? Florian. Alors, enfin, par définition, quelque part, non, mais il y a un peu de oui, je m'explique. Non, parce que, voilà, encore une fois, une cible, chaque cible a sa spécificité, et du coup, par rapport à ça, on va adapter. Tu parlais de tunnel de conversion, tout ce qui est moyen de paiement, moyen de transport, on l'a vu, c'est très spécifique. On vous invite du coup à regarder la première partie de l'émission pour comprendre. Et donc, du coup, qui dit spécificité dit du coup une adaptation. Après, voilà, la réponse, et du coup, c'est peut-être un manque de recul technique ou en tout cas un réflexe qui est de dire que voilà, techniquement derrière, ça va quand même énormément ressembler. Après, c'est plus finalement de la mise en avant de certaines choses et être intelligent, s'adapter à sa cible. Voilà. Sensiblement, ça va être la même chose quand même, quoi. Bah, sensiblement, oui. Après, on en parlait tout à l'heure, par exemple, l'exemple de ces discounts, où entre le site B2C et le site B2B, c'est la même base technique, mais derrière, visuellement, c'est rien à voir parce que c'est adapté d'un point de vue com à la cible et on met en avant des choses, il y a des codes qui sont totalement différents. Donc, C'est quoi les éléments du coup qu'on va devoir mettre en avant sur une page produit quand on va vouloir convaincre un professionnel? la notion de service me semble très importante, avec encore une fois les moyens de paiement, les moyens de transport, montrer tout ça, la spécificité, donc voilà, les caractéristiques techniques du produit, etc. Avec certainement un côté un peu sur mesure pour la partie B2B dans le sens où même si c'est pas de la presta, ils vont pouvoir décliner le produit par exemple. Je pense notamment aux fournitures, ou si on commande un rouleau de pas de papier toilette mais de papier bulle, on va pouvoir en fait, du papier bulle, mais après on a plein de formats et on va pouvoir avoir cette espèce de devis sur mesure, on va rentrer des quantités et du coup avoir cette partie sur mesure qu'on n'aurait pas sur du B2C, en tout cas sur la partie fourniture, due à la spécificité du milieu. Et sinon, la notion de prix, où là on va comment dirais-je, diviser la partie hors taxe et la partie TTC, qui est là aussi importante dans ce milieu-là. Voilà, sinon les codes restent quand même ceux du commerce classique, en tout cas du e-commerce. Donc ça va faire partie des exigences un peu particulières que les professionnels vont vouloir. Tout La à fait. possibilité de pouvoir un peu contrôler plus finement sa commande, de savoir, de connaître son prix hors taxe, parce que évidemment c'est ça qui va Tout à intéresser fait. un professionnel. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres exigences? Ellie, est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû mettre en avant sur votre site internet pour convaincre les professionnels d'utiliser votre service? Oui, évidemment. Enfin, il y a plein pas un argumentaire, mais d'essayer finalement de présenter de façon claire la solution, que les gens comprennent à quoi ça sert, qu'ils comprennent la façon dont on peut l'utiliser, qu'ils comprennent que c'est simple. Donc, je, peut-être que c'est parce que j'ai pas réfléchi à la question, mais je crois pas que ce soit très spécifique au B2B et même justement entre-temps, vu que on a parlé de ces discounts, je me suis permis de faire une petite recherche dans des emails parce que j'aime bien comparer les newsletters. Donc je suis abonné à tout un tas de newsletters, etc. Et j'étais en l'occurrence sur ces discounts. Et, quand on regarde leur communication newsletter, donc c'est du B2B, mais leurs messages sont très semblables à ceux qu'on a en B2C. Donc même s'il y a un cadre qui est différent, moins agressif, avec moins de petits Père Noël rouges, et avec, oui, on casse tout, machin, enfin, c'est moins familier, on va dire. Mais par contre, les objets d'email, par exemple, sont les mêmes, c'est très agressif, c'est solde deuxième démarque jusqu'à moins 95%, vente flash redoutable. Enfin, c'est finalement assez semblable au B2C et c'est en fait les règles en communication, ça va pas vraiment changer, ça change. Enfin,
ça dépend après du particulier. Si on est en B2C, on vend un produit très particulier, je sais pas, des petites culottes où on va s'adresser à une cible féminine, d'une certaine façon, etc. Donc on va avoir un gage particulier. Si on est en B2B, ça va peut-être être plus générique, mais l'idée c'est que les règles de la communication sont les mêmes et c'est un message clair qui apporte quelque chose à la cible qui plus. Enfin moi voilà, je vois, c'est ce que j'ai dit déjà un petit peu avant, mais ce qui compte c'est vraiment la pertinence et du message et c'est valable B2B ou B2C. Je pense que c'est la même chose. C'est aussi important. Donc pas de levier particulier finalement à mettre sur le site, si ce n'est ce qu'on disait avec Florent tout à l'heure, bien mettre en avant les services, que ce soit les services de paiement, de livraison, et éventuellement pouvoir aller contrôler finement sa commande. Par contre, il va y avoir une vraie différence. Après, Oui, après pardon. nous c'est du service, donc c'est un peu différent Voilà. dans la problématique. Il y a des choses qui sont particulières, quoi, entre guillemets, qui sont propres au fait qu'on est plutôt orienté B2B, mais on n'a pas toutes ces questions de livraison, service client, enfin service client, oui, mais pas toutes ces questions. Mais en effet, enfin, après, on veut être rassurant parce qu'il y a aussi, euh, cette idée que, vu qu'on ne s'adresse pas à un marché particulier, enfin, non, ouais, bon, je vous laisse repartir parce que sinon, pour l'anecdote, j'ai un petit décalage horaire dans la tête là parce que je suis arrivé il y a quelques heures en France, donc je suis un petit peu fatigué. Voilà. Il n'y a pas de souci. Allez-y, On a bien compris qu'effectivement, ça pouvait être un peu différent sur les services, parce qu'évidemment, on ne va pas avoir toutes ces questions de livraison. Mais bon, voilà, quand on a des livraisons à gérer, ce qui peut être le cas évidemment dès qu'on vend du produit, là, on va avoir des spécificités parce que on peut être sur du multisite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la précédente partie. Donc voilà, le professionnel va avoir des exigences un peu particulières là-dessus. Mais en fait, mon message de fond, c'est peut-être qu'avant, il y avait plus de différence entre B2B et B2C. Mais aujourd'hui, finalement, même le B2C, même le particulier n'a pas plus de temps à consacrer que le business. Et le business est toujours pressé et a envie d'aller direct à l'information dont il a besoin. Et en fait, c'est pareil avec le particulier. Aujourd'hui, l'internaute, il veut avoir direct ce qui l'intéresse. Et donc, s'il y avait des différences où avant on pouvait plus jouer sur les messages, les jeux de mots, etc., quand on est sur Internet, on veut vraiment aller à l'essentiel. Et ça, c'est valable autant pour le B2C que le B2B. Donc, pour moi, pas vraiment de différence. Très Alors, clairement, oui. et d'autant plus que finalement, derrière l'ordinateur, c'est souvent la même personne, comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, où je peux être amené à commander à titre perso comme à titre pro, et du coup, par rapport à ça, effectivement, je suis la même personne, donc je vais être touché par les mêmes messages. Donc, Il va y avoir une vraie différence par contre, on le disait également un peu tout à l'heure, c'est que les cycles de décision et d'achat sont plus longs. Parce que voilà, on paye pas avec sa carte bleue directement, on va peut-être demander à payer par virement ou à payer une fois par an au lieu de payer tous les mois si on a un système d'abonnement. Comment est-ce qu'en tant qu'e-commerçant on va le gérer ça ou dans le cas de Mailjet, comment est-ce qu'on le gère ça demande une gestion particulière de pouvoir gérer différemment ces commandes-là. Quand on vend un produit à un particulier, il le paye tout de suite, il le reçoit chez soi. Là, quand on va vendre un service à un professionnel, ou quand même quand on va vendre un service à un professionnel, les paiements sont un peu différés, il y a des exigences un peu s'adapte en particulières. fait. Après, c'est un dossier Mailjet existe depuis un an, donc on travaille sur tous les plans, tant au niveau produit, des améliorations au niveau du produit, au niveau justement des modes de paiement qu'on va proposer, des modes de facturation, etc. On essaie de s'adapter aux demandes et c'est un dossier qui est en cours en fait, parce qu'il y a proposé la carte Visa, il y a proposé American Express, il y a proposé PayPal, il y a proposé le paiement par virement. Enfin, peu à peu, on étoffe l'offre. Et sachant qu'au début, on a commencé pour aller au plus simple que par des cartes bleues. Et petit à petit, effectivement, ça va aussi, vu qu'on se développe, on a de plus en plus de gros comptes qui demandent justement, qui ont ces exigences, et on les développe pour eux à mesure qu'on a les demandes. En fait, on est tellement en fait, on réagit à ce que veulent les gens et on dirige Mailjet vers les souhaits de nos clients. Et donc on fait ça vraiment à mesure. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours en ce moment. C'est un dossier qui
qui se traite sur plusieurs mois. Et effectivement, on s'adapte, c'est quelque chose de très important de pouvoir répondre au niveau administratif, quoi. Et encore une fois, ça se posait pas au début, peut-être dans les 2-3 premiers mois de Mailjet, on était très TPE, PME, donc des gens qui pouvaient fonctionner juste avec une carte bleue. Et puis à mesure qu'on grossit, bah, forcément, il faut répondre à ces exigences administratives qui sont propres non pas au B2B, mais aux grands comptes. Ok, très bien. Pour terminer, ce sera ma dernière question de cette partie et de cette émission. Va être également un peu plus large. Si vous deviez donner un seul conseil aux vendeurs qui se lancent dans le B2B, donc que ce soit sur la compréhension de sa cible, sur sa communication, sur les leviers à mettre sur son site, vraiment le conseil important quand on veut se lancer dans l'e-commerce B2B, pour vous, ça serait quoi? Florian, peut-être pour commencer. Surtout, n'y allez pas. Non, plus sérieusement, c'est un peu le conseil bateau, mais c'est vraiment un marché qui est spécifique. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut vraiment être acteur du marché en amont, avoir été dans une entreprise qui était spécialisée dans le B2B pour bien le connaître et pour pouvoir du coup se lancer en connaissance de cause par rapport à la spécificité du marché et du coup d'éviter de faire des erreurs dues à un manque de connaissance de cette spécificité-là et de tout ce qu'on vient de raconter un petit peu On jusqu'avant. s'improvise pas e-commerçant B2B en fait, c'est ça quoi. Bah, Il vaut mieux ni B2C connaître. de toute façon, Voilà, c'est c'est sûr, ça, c'est ce que mais, j'allais dire. Ça, on l'a déjà dit également Voilà. dans d'autres Si émissions. on et- vient d'un business offline, un business offline, il faut s'assurer que l'expérience utilisateur en ligne est aussi simple que offline, ou sinon plus simple idéalement. Et je pense à ça parce que, par exemple, on parlait de ces discounts. Alors, en l'occurrence, ça, c'est un pure player qui a toujours été en ligne, mais toujours pour rester sur l'exemple Cdiscount Pro dont on a parlé, toi en exemple, et moi, par contre, j'ai essayé d'acheter sur Cdiscount Pro, j'ai jamais réussi, quoi. Et à chaque fois, ils avaient des problèmes de synchronisation de produits dans leur base de données entre les particuliers et professionnels. En fait, ils vendaient encore des trucs professionnels, mais qu'ils avaient vendus aux particuliers et que c'était cible. Ensuite, pour la facturation, pareil, c'était casse-tête. Et donc j'ai jamais commandé. Donc, je ne sais pas ce que font parce que finalement, ils essaient de concurrencer des gens comme Metro. Je ne sais pas ce que fait Metro. Je crois qu'ils ne sont pas du tout présents en ligne. Et pourquoi? C'est parce que finalement, il faut absolument s'assurer que si on se lance en ligne et qu'on vient du hors ligne, il faut s'assurer qu'on a vraiment une valeur ajoutée à passer. Donc bien connaître son marché, avoir une vraie valeur ajoutée par rapport évidemment à ses concurrents, mais aussi au marché du offline. Merci beaucoup messieurs d'avoir répondu à mes questions dans cette émission durant ces 3 parties. Je le rappelle, Florian Vincent Pelligri, tu travailles pour Vigicorp qui accompagne plusieurs e-commerçants en B2B, et Élie Chevignard, tu es Digital Marketing Manager pour Mailjet. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de cette émission entreprenante dédiée au e-commerce. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.